comment dirais-je, qui continuent vers le cristallin et derrière l'iris et qui vont sur la rétine en passant par l'humeur vitrée. Ces images sont donc captées par la rétine qui est à l'arrière du globe et qui vont transmettre des informations à la zone de vision centrale qui est derrière le crâne par l'intermédiaire du nerf optique. Alors, donc, pour donner un exemple, si on vous colle sur la tête, derrière, vous verrez 36 chandelles parce que on active les cellules de la zone de vision. Et donc, c'est tout ce système qui est cohérent et qui permet à la personne de voir. Ça dure, enfin, en principe, toute la vie. Donc, après le petit schéma sur le globe, quelles sont les anomalies principales du système? Alors, les plus fréquentes, ça commence dès le jeune âge, hein, il y a des enfants qui peuvent naître avec des anomalies. Mais donc, c'est la myopie, le myope voit de près, ne voit pas de loin. L'hypermétropie, l'hypermétrope voit de loin, ne voit pas de près. L'astigmatisme, c'est un défaut de courbure de la cornée, ce qui fait que les images ne sont pas nettes, ni de loin, ni de près si c'est trop petit. Et enfin, la quatrième anomalie, qui n'en est pas une, puisque tout le monde devient presbyte. À partir de 40 ans, les muscles du corps ciliaire perdent leur fonction, on devient presbyte et ça dure de 40 ans à 60 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde devient presbyte. Et donc, ce qui fait que même si on voit bien de loin, après 40 ans, on est obligé de mettre des lunettes pour près. Et si on ne voit pas bien de loin, on a des verres progressifs ou double foyer pour voir de loin et de près. Voilà, ce sont les 4 anomalies principales. Ensuite, il y a les troubles de la vue, en particulier chez les seniors, qui sont, qu'on retrouve en majorité en Guadeloupe, qui sont universels, si on veut, mais qu'on retrouve en majorité. C'est la cataracte, c'est le glaucome en Guadeloupe. Alors, je vais vous signaler qu'il y a 9 fois plus de glaucome chez les Noirs que chez les Blancs. Ça veut dire que tous les gens qui ont plus de 40 ans doivent régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 ans minimum, contrôler leur tension, puisque statistiquement, ils ont une chance d'avoir un glaucome un jour. En plus, c'est une maladie génétique. Ça veut dire que si les parents l'ont eu, les enfants l'auront aussi. Il y a la pathologie moderne qu'on appelle la DMLA. Alors, il y a 2 formes de DMLA. Il y a DMLA humide et la DMLA sèche. Alors, il faut savoir que la DMLA humide se rencontre beaucoup chez les gens à la peau blanche. Il y en a beaucoup moins chez les Noirs. Chez les Noirs, il y a la DMLA sèche. La différence est fondamentale parce que la DMLA humide peut faire perdre la vue, alors que la DMLA sèche, la vue peut baisser, mais on arrive toujours à voir. Il y a des formes aussi mixtes. Hein? Bon. Alors, il y a des traitements. Heureusement, il y a des traitements. Ensuite, ici, nous avons une maladie qui est très fréquente, qui est liée au diabète. Vous savez que la prévalence du diabète est énorme en Guadeloupe, chez les Noirs et chez les Indiens. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils ne se soignent pas bien, vont terminer avec ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique, c'est-à-dire une altération du système vasculaire de l'œil parce que la glycémie est trop élevée. Il y a des traitements aussi, mais le problème, c'est que si on s'y prend trop tard, la maladie évolue pour elle-même. Enfin, on peut signaler chez les seniors des troubles de la motilité des paupières à type de entropion, quand la paupière n'a plus de force et se retourne vers l'extérieur, c'est l'ectropion, l'ectropion, et la personne pleure tout le temps puisque les paupières ne retiennent pas les larmes. Et l'entropion, par contre, est plus embêtant parce que la paupière se retourne vers l'intérieur et les cils frottent sur la cornée et ça peut aboutir à des complications sérieuses. Dans tous les cas, la chirurgie arrange tout ça.
Bon, voilà, c'est un peu, j'ai fait un peu le topo, surtout, et je voulais savoir si vous voulez d'autres explications. Je réponds. Il y a des personnes qui écrivent un peu. Hein? Il y a des personnes qui écrivent. Bonjour, on va désactiver au micro. Non, il n'y a pas de questions? On dirait que personne ne m'entend. Personne main levée. Monsieur Thalys, vous avez levé la main? Ou non? On ne vous entend pas, Monsieur Thalys. Il y a une deuxième main levée, Madame Constance. Vous m'entendez là, au moins? Oui, cette fois-ci, Monsieur Thalys, on vous entend. Allez-y. Je n'ai pas levé la main, j'écoute avec attention, religieusement. D'accord. Voilà, Donc, merci. c'est la parole à Constance. Allez-y, Constance, pour votre question. Oui, vous m'entendez ou pas? Très bien. Très bien. Ah, super. En fait, je voulais juste dire que au docteur que je n'avais jamais entendu parler de l'entropion et l'extropion. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que j'ai bien compris que vous parliez donc des paupières, mais comment ça s'attrape? Est-ce que on attrape par suivant les parents? Comment ça s'attrape? Alors, ça ne s'attrape pas, hein? D'accord. C'est quoi exactement? Mais c'est quoi exactement? Non, je vais faire un cours d'anatomie. Autour des paupières, oui, il y a des muscles qui ferment les paupières. Très Quand vous bien. dormez, vous fermez les yeux. Oui. Et il y a des muscles qu'on appelle l'élévateur de la paupière qui permettent d'ouvrir les yeux. Vous avez compris? Oui, très bien, oui. Il y a un muscle qui ouvre les paupières, l'élévateur, et il y a un muscle qui ferme les paupières. Quand on vieillit, vous savez que les muscles du corps en général perdent de leur force. On marche moins vite. Bon. Alors, les muscles des paupières aussi peuvent perdre de leur force. Si les muscles qui ferment les yeux perdent de leur force, la paupière se retourne à l'intérieur, ça s'appelle l'entropion. Très bien. Alors, l'inconvénient de l'entropion, qu'il soit supérieur ou inférieur, c'est que les cils vont frotter sous la cornée. Et la cornée n'est pas faite pour ça. Ça va entraîner ce qu'on appelle des kératites. Et ça peut, avec un germe microbe, ça peut se tenir mal. On peut soigner, mais il faut, si comment dirais-je, l'entropion persiste, on est obligé d'opérer. C'est une petite opération de la paupière qui vise à inverser, si vous voulez, le rebord. Ensuite, l'ectropion, c'est le contraire. La paupière inférieure, par exemple, quand vous avez une ectropion, vous avez déjà vu des vieilles personnes comme ça, la paupière est complètement retournée vers l'extérieur, elle est toute rouge à l'intérieur, parce qu'elle est irritée, il y a les larmes qui passent et les gens pleurent tout le temps. Alors, et ça s'opère aussi, facilement. Et donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est congénital, c'est quelque chose qui arrive comme ça parce qu'on vieillit, parce que la tension des muscles baisse. Bon, voilà. C'est pas une maladie génétique ou quelque chose qu'on n'attrape pas, vous voyez. Voilà. Très bien, je vous remercie. Mais ça s'opère dans tous les cas de figure, ça s'opère très très bien. C'est une petite intervention banale, hein, sous local. Merci. Je n'ai pas peur alors. Docteur Camille, il y a une autre question d'Émilie Rouyal, ergothérapeute, qui voudrait savoir si on peut parler des opérations possibles pour certaines pathologies. Alors, la question est bien, sauf qu'elle est incomplète. Certaines pathologies, c'est quoi? Mais il n'y a pas de précision. Si, Alors, je peux lui répondre. Non, mais on opère tout. Bon, les pathologies, par exemple, je peux dire l'ADM, là, ça ne s'opère pas. Mais le glaucome, ça s'opère. La cataracte, ça s'opère. Le strabisme, ça s'opère. Il y a un panel de chirurgie. Et même, on ne voit plus beaucoup de strabisme.
Et moi, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait énormément. J'en ai opéré des centaines. Les enfants ne portaient pas de lunettes et ils se mettaient en strabisme. Et donc, ça s'opère très, très bien aussi. Donc, c'est un peu ici, si on peut dire, l'intervention la plus fréquente qu'on fait, c'est la cataracte. On opère des milliers de cataractes dans une année ici, en Guadeloupe. Les chirurgiens, différents chirurgiens, on opère plusieurs milliers de cataractes dans une année. Une question de M. José Lamy qui demande comment détecter la cataracte, justement. Alors, la cataracte se définit par, comment dirais-je, par l'atteinte des cellules du cristallin. Le cristallin, c'est une espèce de lentille qui est derrière l'iris et qui est transparent et qui laisse passer la lumière pour aller vers le fond de l'œil. Cette cataracte, ce cristallin, qui est un tissu qui est quand même extraordinaire puisqu'il est transparent, mais il peut subir des effets délétères par plusieurs raisons. Il y a le plus souvent ici, c'est la cataracte sénile, c'est-à-dire qu'on vieillit, on a 65 ans, 70 ans ou plus, et les cellules vieillissent aussi. Donc, au lieu de rester transparentes, elles blanchissent. Et elles blanchissent à un tel point que la vue diminue tous les jours jusqu'au moment où on ne voit pas. Et il suffit de l'enlever pour revoir 10 dixièmes le lendemain. Il peut y avoir des cataractes liées au diabète, ça s'appelle la cataracte diabétique. Il peut y avoir un boxeur, ou même pas un boxeur, un jeune qui, j'ai un exemple, il n'y a pas très longtemps, un monsieur à qui on a donné un coup de poing dans l'œil, il a fait une cataracte traumatique parce que le coup a altéré la face antérieure du cristallin, qui a eu un édème du cristallin, et il a fait une cataracte traumatique. Et tout ça, ça s'opère très, très bien. Et le lendemain matin, vous voyez très bien. C'est une chirurgie ambulatoire, mais qui ne pose vraiment aucun problème. Hein. Alors, le diagnostic est fait par l'ophtalmo. Mais alors, ceci, je précise quand même que avoir une cataracte, ça ne veut pas dire se faire opérer. Vous allez voir votre ophtalmo, il vous examine, il vous fait lire, vous avez 10 dixièmes, et il vous regarde votre œil, il dit, ah, ça a une petite cataracte qui commence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous opérer, ça veut dire qu'il faut vous surveiller tous les ans. Si on est prévisible, il y a même ce qu'on appelle les cataractes aiguës. Quelqu'un vient, voit 10 dixièmes, et 2 mois après, voit 0. Mais en général, il faut consulter tous les ans, et quand l'ophtalmo voit que la vue descend, que l'acuité visuelle descend, qu'on ne peut pas la corriger avec les lunettes, il peut décider avec la personne de faire l'opération. Alors, chaque individu est différent. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a 58 ans ou 60 ans qui conduit, sa vue descend à 5 dixièmes, il faut l'opérer. Parce qu'il devient dangereux s'il ne voit que 5 dixièmes. Tandis que si vous avez une mamie de 90 ans qui voit que 3, puis ça lui suffit pour vivre à la maison, si elle ne veut pas se opérer, ce n'est pas grave. Parce qu'avec les 3 dixièmes qu'elle voit dans les 2 yeux, elle arrive à se débrouiller à la maison, elle va nulle part, elle ne sort pas beaucoup, elle dit moi je ne veux pas. Bon, si ça descend à 0, on va le faire. Mais je dis que chaque individu étant différent, c'est l'ophtalmo qui dit au patient, voilà, il faut vous opérer ou il ne faut pas, ou ça peut attendre. Voilà. Alors, il y a une autre question de Paolo qui demande si la myopie est opérable en Guadeloupe. Bien sûr, la myopie est opérable, sauf que le professeur David qui opérait la myopie au CHU est parti. Donc, actuellement, je ne sais pas si l'appareil fonctionne, s'il marche ou s'il y a quelqu'un qui a pris la relève. C'est le professeur David qui faisait le plus de myopie en Guadeloupe. Mais il y avait aussi le docteur Charpentier qui en faisait. Mais depuis qu'il est parti, je n'ai aucune nouvelle de l'appareil du laser. C'est un laser, on appelle un LASIK. Et je ne sais pas s'il fonctionne. Je pourrais demander toujours, hein, mais je ne sais pas si on en fait maintenant. S'il y a quelqu'un qui a recommencé à en faire.
Mais quand le professeur David était là, il en faisait beaucoup. Non, je ne sais pas. C'est pas pareil du tout. Une question? Oui, allez. Oui, alors tout à l'heure, vous avez énuméré les affections qui sont opérables. Glaucome, cataracte, DMLA, c'est ça? Non, non, on n'opère pas la DMLA. Ah, bon, ok. Alors, glaucome, cataracte, qu'est-ce qui est opérable? Est-ce qu'il y en a une autre? Il y a glaucome, cataracte, j'ai dit glaucome, cataracte, strabisme. Et myopie. Le Myopie, DMLA n'est pas opérable. Non, non, la DMLA n'est pas, c'est une affection de l'intérieur de l'œil. Il y a un traitement. D'accord, hein, d'accord. Je voulais cette précision. Merci. C'est bon. Un service. Suivant. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez continuer votre propos, docteur Calmé. S'il doit avoir des questions, il y a plein de gens qui sont timides. Tous les gens qui regardent sont timides. Non? Apparemment. Ah, là. J'attends. Vous dites, oui, vous m'entendez, docteur? Oui? Oui. Alors, à propos de la cataracte, après s'être fait opérer de la cataracte, vous dites que dès le lendemain, on voit très bien. Dès le lendemain, vous dites, hein? Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Si on est bien opéré. Oui. Alors, moi, j'ai été opéré des deux yeux. J'ai eu comment on appelle ça? Une coque. Une coque, voilà. Pendant, je crois, 2 jours. Oui. Donc, je ne pouvais pas voir avec cet œil-là. Attendez, il y a un problème. Moi, quand j'opérais, ou la plupart des ophtalmos, quand ils opèrent un patient, le lendemain matin, ils le voient au contrôle. Ah bon? Bon, en tout cas, voilà, tout s'est bien passé. Je vois très bien maintenant. Enfin, très bien. Oui, ouais. C'est relatif. Hein? Je vois bien avec mes 2 yeux. Oui, c'est ça. Donc, je porte quand même des lunettes. Je continue à porter des lunettes. Oui, parce que peut-être que vos yeux, enfin, il y a une possibilité actuellement, enfin, depuis un bon moment, si vos yeux le permettent, hein, ouais. Et si vous en faites la demande, l'ophtalmo peut vous poser un implant progressif qui vous fait voir de loin, de près, en vert. Bon, ah ben, comme je le revois dans l'année prochaine, je vais lui en parler. Non, mais c'est trop tard pour vous, là. Ah bon, pourquoi? Parce que vous avez été opéré déjà, il ne va pas le sortir pour mettre un autre. Ah, d'accord. C'est au moment. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je comprends. C'est trop tard pour moi. Mais ça existe, hein? Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, docteur Calmé. Est-il un âge minimum pour faire l'opération de la myopie? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah, frère, je vais vous poser une question après. Il y a une question. Un problème à savoir, c'est que la myopie est évolutive. L'enfant commence à très petit et ça évolue, il faut le voir tous les ans. Et la myopie peut se stabiliser à un moment, mais elle peut être évolutive. Ce qui fait qu'en principe, on n'opère pas les gens avant 25-26 ans, avant qu'elle soit, comment dire, équilibrée entre deux années différentes. Pourquoi? Je prends un exemple théorique. Vous avez 20 ans, vous avez -3. On vous opère, vous voyez très bien, diligez-vous. Sauf que votre organisme était programmé pour avoir -5. Et dans 1 an ou 2, vous aurez -2. Ça veut dire que vous allez dire pourquoi on va vous opérer, parce que je suis encore bien. Ce qui fait qu'en général, on attend, sauf cas particulier, très particulier, très particulier, on attend au moins 25-26 ans avant de le faire. Voilà, comme ça, on est plus sûr que sous les 2 ans, on contrôle les gens à 2 ans, et si la myopie n'a pas bougé, alors on peut y aller. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Entendu. Alors, une autre question. Est-il possible de voir les symptômes de la cataracte? Est-ce qu'on peut ressentir les symptômes caractéristiques de la cataracte?
Alors, les symptômes, si vous voulez, je vous dire, phase de début, non. Après, au cours de l'évolution, il y en a. Il y a, comme la pupille, vous savez que la pupille se ferme au soleil. Quand vous allez au soleil, si vous avez une cataracte, votre pupille va se fermer, vous verrez moins bien. Ce qui fait que les gens disent souvent, je vois mieux à la tombée de la nuit à 5h ou 6h qu'à midi. Dès qu'on a des petits signes comme ça, dès qu'il y a des phénomènes d'irisation aussi autour des lampadaires, tout ça, quand on ferme les yeux, quand on conduit et qu'il y a une voiture qui arrive en face en phare et qu'on est obligé de ralentir parce qu'on ne voit pas bien, il faut se méfier. Le problème, c'est que le citoyen qui doit être à l'écoute de son corps, et dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit aller consulter. Parce que trop souvent ici, on voit des gens qui arrivent à la fin, ils ont des cataractes blanches, ils voient zéro parce que, c'est parce que je suis vieux, parce que toujours une explication. Mais dès qu'on sent que ça ne va pas, il faut agir, il faut aller demander un conseil. Et, puisque c'est une opération bénigne qui pose aucun souci. Voilà. Madame Fleurette, vous êtes là? Docteur, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais vous en poser une qui est hors sujet. Ben, vous m'appellerez après, alors, dans ce cas-là. D'accord. Alors, je rappelle que c'est important d'éteindre les micros pour que nous puissions nous entendre. Pas d'autres questions? Bon, madame Auchan, ça. Précis. Pas d'autres questions? Oui, Sandrine, allez-y. Bonjour docteur, pouvez-vous nous parler de l'examen, le fond d'œil? Quel est son intérêt? Absolument. Le fond d'œil, c'est l'examen principal dans l'examen ophtalmologique. Parce que la rétine, le fond de l'œil, est occupé par la rétine et le nerf optique. Et la rétine est vascularisée. Du nerf arrive l'artère centrale de la rétine et les veines, la veine centrale qui vont irriguer tout l'œil. Donc, c'est le seul endroit dans l'organisme où on peut voir les vaisseaux. Autrement dit, si vous avez une pathologie qui atteint vos vaisseaux dans votre cerveau ou dans vos jambes ou ailleurs, ou dans votre rein, cette pathologie va se voir dans l'œil parce que les vaisseaux seront touchés. Les veines seront cuivrées, les artères seront cuivrées, vous aurez des hémorragies, vous aurez ce qu'on appelle des signes de croisement. Donc, le fond d'œil permet d'éliminer des complications vasculaires de certaines maladies, à commencer par le diabète. Normalement, si vous êtes diabétique, tous les ans, vous devez faire insulinodépendant, tous les ans, vous devez faire un fond d'œil, par exemple. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir que ça va commencer, même s'il n'y a pas de pathologie ailleurs, on peut voir au fond d'œil que le système va commencer à aller mal. Et à ce moment-là, les autres médecins peuvent intervenir. Et en plus, il y a des hémorragies, on peut parler, mais les maladies comme le diabète peuvent vous donner des hémorragies, ou l'hypertension même aussi, des hémorragies cataclysmiques. On voit des gens qui arrivent qui ne voient rien, qui ont fait une hémorragie, qui ont cassé un vaisseau. Ça veut dire que si vous cassez un vaisseau dans votre œil, vous pouvez le casser dans votre cerveau aussi. Donc, ça donne une idée de l'état général du système vasculaire de l'organisme. On en fait régulièrement. Tous les dialysés sont tous les ans, par exemple, les diabétiques sont tous les ans, pour que le médecin soit rassuré sur l'état des vaisseaux. Voilà. Ça vous va comme réponse? Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Il y a d'autres questions? Alors, la personne qui a le téléphone portable Redmi est priée d'éteindre le son de son téléphone. Je vous remercie.
D'autres questions sur les pathologies de la vue? Pas curieux, hein? Oui, j'ai une question. J'ai une question. Allez-y. Bonjour tout d'abord. Quand l'opération de la cataracte n'a pas réussi, est-ce qu'il y a moyen de remédier à cela? Alors, ce problème, complexe problème. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire n'a pas réussi? Ça réussit Ça veut dire que toujours. la personne ne voit plus de l'œil. Non, on va opposer un autre problème. Quand on va, l'opération réussit toujours. Le seul problème, c'est qu'avant d'opérer une cataracte, il faut aller voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la rétine et du nerf optique. Ça arrive que quelqu'un vienne, on voit qu'il y a une cataracte d'emblée, il faut l'enlever. Et c'est pas bon parce qu'il faut faire une échographie de l'œil pour voir s'il n'y a pas de lésion derrière. Il faut faire un angioscan pour voir s'il n'y a pas de lésion du nerf optique. Parce que si vous avez, je prends un exemple, vous avez une lésion du nerf optique. Vous êtes né comme ça ou ça va être arrivé pour différentes pathologies. Même si on enlève la cataracte, vous ne verrez pas. Ça veut dire que si vous ne voyez pas, en question n'a pas examiné votre œil en profondeur et n'a pas vu qu'il y avait un autre problème. Et si vous avez fait un bon examen préliminaire, ça doit marcher à tous les coups. Il y a des gens qui ont des trous maculaires, par exemple, ou d'autres pathologies. Hein. Et si on n'est pas allé au fond au départ, il faut bilanter là. On voit un patient, il faut faire un bilan complet de son œil pour être sûr que ça va marcher. C'est pas parce qu'on a une cataracte qu'il n'y a pas de problème derrière. C'est ça la question. Mais il faut demander à votre ophtalmo pourquoi vous ne le voyez pas. Il vous dira. D'accord, mais le bilan complet, ce n'est pas le patient qui décide ça, c'est bien l'ophtalmo. Non, c'est l'ophtalmo qui le fait, bien sûr. D'accord. Oui. Avant l'opération. Oui, merci. Je peux mon bilan et je vais dire à la personne, ça va marcher. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Oui, écoutez, vous dites que, docteur, vous dites que l'opération de la cataracte est normalement toujours réussie. Oui. D'accord? Et je connais, je crois, 2 personnes qui ont perdu un œil après une opération de cataracte. Et il y en a une qui a failli perdre l'autre œil. Et c'est le docteur, le professeur David qui l'a sauvé, cet œil. Je dirais bien, j'ose le dire, par la faute de l'ophtalmologiste qui l'avait opéré. Oui. Voilà. Il n'avait pas fait tout ce qu'il fallait faire. Non, faut pas. Je vous écoute, mais vous savez, la médecine, c'est quelque chose de pas. Et l'ophtalmologie en particulier, c'est très. Comment dirais-je? C'est très technique, si vous voulez. Au sens où, quand vous dites que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y a eu un problème. Je prends un exemple. Hein. On n'endort pas les gens pour la chirurgie de l'ophtalmologie. Vous opérez un œil. On engourdit l'œil. Oui. Bon, la personne peut parler même, hein, si on lui dit de ne pas parler, mais elle entend ce que vous dites. Oui. Vous l'opérez, techniquement, vous mettez l'implant, la personne bouge la tête. Ça crée un problème. La personne bouge la tête, ça fait que l'implant peut sortir. Il y a même une complication rare de la chirurgie, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie expulsive. C'est-à-dire que la personne saigne pendant l'opération et le sang emmène tout. Et bon, mais ça arrive une fois sur 1 million, hein, mais ça arrive, hein, quand même. Oui, mais c'est peut-être qu'elle était la 999e, c'est pas, non, presque 1 million. Une fois sur 1 million, mais bon, ça c'est arrivé, hein. Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et je répète encore, et même le professeur David l'a constaté, que c'était une dame qui a opéré, aurait pu faire, comment dirais-je, aurait pu réagir à temps. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un problème. Voilà. Et ce qui n'a pas été fait. Oui, mais et c'est comme pour tout, hein. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Et oui, voilà. Celle-là, elle n'était pas très douée, alors.
Alors, il y a une autre question dans le chat. Il y en a deux d'ailleurs, donc je commence par la première. Pourriez-vous nous parler un peu des bienfaits de l'orthoptie en complément? Alors, l'orthoptiste, c'est un professionnel qui fait des 3 ans d'études et qui sert, comme son nom l'indique, à mettre les yeux droits. Orthoptie. Bon. Alors, c'est le complément de l'ophtalmologiste, puisque son rôle est d'effectuer l'orthoptie pure, c'est-à-dire le contrôle de l'équilibre des muscles. Il y a beaucoup de gens qui ont des insuffisances de convergence, il y a des strabismes, il y a des préparations à certaines chirurgies, et donc c'est son rôle. Ensuite, il a un rôle qui est un peu nouveau, celui de la loi maintenant de faire des examens complémentaires. C'est-à-dire qu'elle peut faire un champ visuel, elle peut faire un angioscan, ou le médecin peut déléguer maintenant un certain nombre d'examens à l'orthoptiste. Mais tous ces examens, elle les fait et après, elle réfère au médecin qui lui, conclut et prend les décisions définitives. Alors, il y a des orthoptistes qui sont privés, il y en a qui sont dans des cabinets de médecins, il y a un peu de tout maintenant. Mais, comment dirais-je, c'est un maillon essentiel dans l'activité de l'ophtalmologiste. Oui. Et alors, il y a puisque nous sommes dans un centre de basse vision, nous avons une orthoptiste qui est spécialisée en basse vision. Toutes les orthoptistes, par exemple, ne sont pas spécialisées, ne peuvent pas prendre en charge les gens qui voient mal. La basse vision peut venir de différentes pathologies, mais le fait que quelqu'un ne voit mal, il faut être spécialisé pour pouvoir lui apporter une aide et l'accompagner dans sa pathologie. Voilà. Alors, il y a une autre question posée par le 570198. Après l'intervention de la cataracte avec l'œil droit, je vois mieux tout ce qui est blanc. Okay. Comment? Après l'intervention de la cataracte, oui, je vois bien mieux tout ce qui est blanc. Avec l'autre œil, tout est flou, je vois écru. Avec l'autre? Avec l'autre œil, je vois écru. Écru, ça veut dire quoi? Je pense que la personne ne voit pas. Je pense que si la personne je vois beige. Je vois beige. Je vois beige. C'est ça. Là, la personne a opéré des 2 yeux? Elle a été opérée des 2 yeux, oui. Oui, alors, il faut qu'elle lui demande de voir son ophtalmo pour voir si elle n'a pas ce qu'on appelle une cataracte secondaire ou une capsulose. Parce que quand on opère le cristallin, on enlève le noyau, on enlève la face postérieure et on met l'implant. Mais on met l'implant dans la face postérieure du cristallin, la capsule postérieure. Mais c'est du tissu cristallinien et avec le temps, ce tissu s'opacifie aussi. Et ce qu'on appelle la cataracte secondaire, on dit plutôt capsulose parce que les gens, ils vous disent « Ah, vous m'avez déjà opéré, j'en ai une autre, c'est pas bien. » Donc, il faut qu'ils le voient. Et à ce moment-là, on a un appareil qui est extraordinaire, c'est un laser YAG, un laser chirurgical qui en 3 minutes vous fait revoir bien. Mais l'idée qu'il faut soumettre à cette personne, c'est que dès qu'elle a un problème, il faut qu'elle aille voir son ophtalmo. C'est ça, il ne faut pas rester à la maison, dire « Je vois bien de l'un, je ne vois pas de l'autre. » Il faut aller voir son ophtalmo qui lui dira ce qu'elle a. Elle a sûrement une capsulose. Ce qui fait que il y a toujours le problème, c'est qu'il y a toujours une explication. Et ce n'est pas rester à la maison qu'on saura ce qu'on a. N'est-ce pas? Alors, oui, je vais demander la parole. Je veux demander la parole parce que je sais qu'on n'est jamais trop âgé pour apprendre. Hein? Alors, en matière de corps, je sais qu'il y a des séances de rééducation pour plusieurs parties du corps. Est-ce que ça existe aussi et surtout dans quel cas des rééducations pour l'œil? Mais si vous avez écouté, je viens de répondre à la question juste avant, puisque la rééducation de l'œil se fait si vous avez un trouble de la motilité oculaire. Pour vous expliquer, autour de chaque œil, il y a 6 muscles.
Hein? Il y a 6 muscles qui fonctionnent, mais ce sont des muscles qui se fatiguent comme les autres muscles. Si vous faites beaucoup d'ordinateur, par exemple, vous lisez beaucoup de télé, vous fatiguez vos muscles. Vous faites beaucoup de lecture et à un moment donné, vous avez des phénomènes de fatigue qui font que vous avez mal à la tête, ou vous n'arrivez pas à lire longtemps, ou vous vous endormez. Et à ce moment-là, le rôle de l'orthoptique, c'est de recadrer le problème, de vous faire travailler pour redonner de la tonicité à vos muscles et vous permettre d'être en bon état. Il ne faut pas hésiter. Quand on a ces trucs-là, pareil, vous voir au ophtalmo qui va vous diriger. Merci, docteur. Oui, merci pour la réponse. Donc, avant de passer à la prochaine question, je rappelle à la personne qui écoute à partir de son téléphone Redmi qu'elle devrait éteindre son téléphone parce que c'est désagréable. Redmi. Alors, question suivante. Est-ce que la brume de sable peut provoquer une inflammation de l'œil chronique au point de se rendre aux urgences à cause de la douleur? Tous les jours. Absolument. La brume de sable existe. Quand vous lavez votre voiture, 2 heures après, elle est blanche. C'est que la brume de sable, on ne la voit pas dans la rue, mais elle est là. Elle est dans les maisons. Vous nettoyez votre balcon, vous balayez votre balcon, et il est blanc 2 heures après. Donc, c'est dans l'air. Et il y a actuellement, la plupart des allergies chroniques sont liées à la brume de sable. Et il y a des gens le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça prenne une proportion telle qu'on soit obligé d'aller aux urgences. Dès qu'on a les yeux rouges, on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux, on gratte tout le temps, il faut aller voir l'ophtalmo, même en urgence, votre ophtalmo pour vous donner un collier anti-allergique. Il y a des gens qui mettent des colliers allergiques tous les jours. Il y a des gens à qui ça ne fait rien, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune répercussion. Il y a des gens qui mettent des colliers anti-allergiques tous les jours, matin et soir, parce que l'organisme ne supporte pas. Ça peut être on connaît maintenant les Samsara. Moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais connu ça. Mais ça peut être des pollens. Il y a des gens qui, quand ils viennent chez moi, je leur dis, tiens, tel arbre est fruitier et en fleur chez toi. Ils me disent, mais oui, comment tu sais? C'est parce que tous les ans, dès qu'ils ont des arbres qui sont en fleurs, les pollens de la maison, ils ont des conjonctivites allergiques. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre. Fichier. Oh, mais voilà, des gros mots. Vous m'entendez? Donc, pour terminer, il ne faut pas attendre que la conjonctivite soit tellement invalidante pour aller aux urgences, parce que aux urgences, c'est toujours pareil. Vous allez, je ne nomme pas d'hôpital, mais vous allez attendre 5 heures, alors qu'il s'agit juste d'avoir des petites gouttes pour... Donc, vous voyez votre médecin, vous allez passer la matinée peut-être, mais vous aurez un collier. Ou même des fois, s'il vous connaît, au cabinet, la secrétaire peut sortir l'ordonnance qu'il vous a donnée l'année d'avant et à faire signer, et puis vous aurez vos gouttes. Voilà. Ensuite. Une nouvelle question concernant le décollement de la rétine. C'est une urgence chirurgicale. Les ophtalmos sont difficiles à joindre. Comment gérer cette urgence? Comment elle est prise en charge? Le décollement de la rétine, c'est l'urgence absolue. Puisque si vous ne la recollez pas dans un avenir assez proche, ça va se terminer par la cécité. Enfin, la perte de l'œil, en tout cas. Là, si vous avez votre ophtalmo et que vous appelez pour dire que vous ne voyez pas depuis ce matin, ça m'étonne bien qu'il ne vous voit pas, hein, en plus. Hein? Bon. Dans mon cabinet, si on dit à la secrétaire, je ne vois pas depuis ce matin, elle fait venir la personne. Et je pense que c'est pareil aux autres. À tout le monde, on peut aller aux urgences en expliquant qu'on ne voit pas, et puis on va vous envoyer au 7e étage pour le diagnostic sera fait, et la chirurgie sera, comment dirais-je, la prise en charge sera très très rapide, parce que c'est une urgence, après avoir fait les examens, échographie et compagnie, c'est une urgence absolue. Alors, autre question, que peut-on faire pour la paupière qui tombe?
L'autopsie. Là, La le position qui ptosis. tombe. Le ptosis. Ah. Ça s'appelle le ptosis. D'accord? OK. Le ptosis. Le ptosis. Mais c'est une chirurgie très, très facile aussi. Si c'est encore pour le muscle, hein, c'est le muscle releveur de la paupière, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui perd de sa force. Donc la paupière tombe par son propre poids. Alors le ptosis n'est pas. Il y a des gens qui ont des petits ptosis, pour ça leur donne un certain charme, parfois, mais le ptosis n'est pas gênant tant qu'il ne descend pas au-dessus de la pupille. Il y a des gens qui ne voient pas de nez parce que la paupière est descendue sous la pupille. À ce moment-là, c'est une chirurgie très facile. Hein. Il y a des spécialistes de chirurgie des paupières. Tous les ophtalmos ne font pas de la chirurgie des paupières. Hein. Il y a des spécialistes qui font ça, la chirurgie des paupières, ou des médecins qui font la chirurgie esthétique. Et c'est une chirurgie tout à fait banale qui vise à plisser le muscle, à le renforcer pour permettre de soulever, pour que le poids de la paupière ne soit pas si important et ne permette plus à la paupière de baisser. Ça se fait tout le temps, ce n'est pas un problème. Il faut consulter votre ophtalmo, il va vous orienter aussi. Alors, il y a une autre question de la maison de famille du centre social. Je complète et reformule ma question. Elle concerne toujours la brume de sable. Pourquoi les effets de l'allergie dus à la brume de sable se produisent sur un œil et pas sur l'autre? Ah, là, c'est un miracle. Hein? Normalement, vous devez avoir l'allergie par définition, vous devez l'avoir dans les deux yeux. Si elle a un œil rouge et pas l'autre, il faut qu'elle consulte. Ce n'est pas la brume de sable qui fait ça. C'est un autre type de problème. Ça peut être une épisclérite, enfin, je n'ai pas de terme, enfin, il faut qu'elle consulte. En principe, l'allergie tombe sur les deux yeux, normalement. Si elle a un seul œil rouge, ce n'est pas la brume de sable. Donc, il faut qu'elle consulte rapidement. D'accord? Une autre question. Une question pour moi. Allez-y. Oui. Pourquoi des fois certaines personnes ont des yeux rouges, mais rouges comme du sang? Je vais vous répondre. Il y a deux hypothèses. La première, la plus fréquente, ce sont des gens qui ont fait une hémorragie sous-conjonctivale. Il y a des gens qui vont se dormir bien, qui ont de la tension artérielle, et parfois la tension monte de la nuit, et il y a un petit vaisseau qui se casse, et le sang se répartit dans tout l'œil jusqu'à ce que la compression finisse par stabiliser le petit vaisseau. Donc, ça s'appelle l'hémorragie sous-conjonctivale. Alors, ce n'est pas grave, c'est impressionnant. Parce que la personne, des fois, ne le sait pas. Ce sont les gens qui lui disent « Oh, ton œil est rouge ». Donc, elle va rapidement au ophtalmo, qui la voit, qui voit d'ailleurs le vaisseau qui s'est cassé, et qui donne un collier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait rien, ça va disparaître dans 15-20 jours aussi. Hein. Mais on donne un collier anti-inflammatoire, un stéroïdien, et le sang se résorbe naturellement. Ça, c'est la raison la plus fréquente des rougeurs importantes. Il y a d'autres rougeurs qui sont des rougeurs inflammatoires. Si vous avez des UVI, ce qu'on appelle des UVI, des maladies inflammatoires de l'œil, vous pouvez avoir des yeux rouges parce que la conjonctive, la sclérotique et l'épisclère, sont les tissus qui sont sur le blanc de l'œil, réagissent mal, si vous voulez, à la pathologie. À ce moment-là, il faut absolument voir un ophtalmo. Les traitements sont différents suivant la pathologie. Il y a aussi des périodes, ici, en général, décembre et juillet, quand il y a beaucoup d'échanges d'avions entre l'Europe et la Guadeloupe, où il y a des épidémies de conjonctivite virale qui donnent les yeux très, très rouges aussi. C'est une pathologie qui est transmissible. Hein? Les gens parlent de la famille, plusieurs personnes, non. Les gens attrapent ça souvent dans les avions parce qu'il y a 400 personnes et que les virus se baladent dans l'air.
Et donc, en général, c'est fin décembre et juillet, quand les gens commencent à arriver. Tous les ans, il y a des épidémies de conjonctivite virale. Et le traitement est particulier aussi. Donc, c'est toujours voir l'ophtalmo en urgence aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question concernant la paupière. Est-ce que ce serait une maladie héréditaire, la paupière qui tombe? Non. Alors, très bonne question. Il y a des familles aplosies, ça existe. Ça existe. On a connu des... Bon, quand j'étais gosse, moi, j'ai connu une famille qui avait tous les gens, tous les frères, ça, ils avaient une petite paupière qui tombe plus ou moins. Ça existe aussi. Oui, ça existe. Je trouve que c'est moins rare qu'il y a 30-40 ans. Mais ça peut exister aussi des familles aplosies, oui, c'est vrai. Ils naissent avec un petit déficit de la paupière. Avant, enfin, pour situer le débat, avant, il y avait enfin, je dis avant, il y a 50 ans et plus, hein, il y a beaucoup de gens, de gynécologues ou de médecins qui accouchaient les gens au fer. Vous savez, il y avait 2 grandes spatules. Quand la tête de l'enfant ne descendait pas, on allait prendre la tête de l'enfant avec la spatule et on la sortait. On disait qu'on appelait ça des fers. Et souvent, les fers, comment dire, frottaient, appuyaient sur la paupière et paralysaient un peu les muscles. Donc, l'enfant naissait avec une paupière qui tombait un peu. C'était très fréquent avant. Mais ça s'opère très bien quand l'enfant grandit, ça s'opère très bien. Mais maintenant qu'on n'accouche plus comme ça, il y en a beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où on va trouver 2, 3 frères ou sœurs qui ont une petite paupière qui tombe un peu plus ou moins sur un œil. Oui, ça existe. Ça s'appelle une ptosis congénitale. Alors, il y a une nouvelle question. Alors, je ne sais pas si le terme est exact. Qu'est-ce qui provoque les chalazions? Le chalazion. Chalazion. Alors, le chalazion, que beaucoup de gens appellent le clou, ce qui est faux. Parce que le clou sur lequel on mettait des feuilles de piment avant, c'était, quand j'étais gosse, le clou, c'est pas du tout ça. Le clou, c'est une infection du bulbe du cil. Il y a un microbe, staphylocoque ou streptocoque. Ça s'appelle un orgelet. Et il y a un microbe, donc quand on chauffe ou quand on met un antibiotique, ça disparaît tout seul. Le chalazion, c'est tout à fait différent. En avant des cils, nous avons, dans chaque œil, dans chaque paupière plutôt, nous avons 30 glandes, ça s'appelle les glandes de Mébonius, dont le rôle est de sécréter un sébum qui va se mêler aux larmes ou, comment dirais-je, pour irriguer, non, pas irriguer, pour, oui, irriguer, non, pour irriguer la cornée. Et donc, ça nous fait donc, sur les 2 yeux, 120 glandes, pour des raisons différentes. Ça peut être le stress, ça peut être comment dirais-je, des situations comment dirais-je, d'épaississement, si vous voulez, du sébum. La glande va se boucher et elle se bouche. Quand elle se bouche, bien, le sébum continue à être sécrété. Les autres glandes autour fonctionnent bien et le sébum qui sécrète doit faire gonfler la paupière. Alors, il y a des traitements précoces, il y a des masques qui réchauffent un peu, il y a des colliers qu'on peut mettre. Mais si le chalazion est trop ancien, il n'y a que la chirurgie, il faut couper. On anesthésie un petit peu et on coupe par l'intérieur, par l'extérieur. On ne coupe jamais à l'extérieur, hein. On ne coupe pas la peau de la paupière, on coupe à l'intérieur, on sort le chalazion, on sort la glande et c'est fini. Mais le problème, c'est que dès que la grosseur apparaît, il faut aller chez l'ophtalmo, il ne faut pas attendre
Il y a des gens qui font on va attendre, ça va passer, le bon Dieu va faire, ça va s'arranger, mais quand ça a commencé, des fois, il y a 1, 2, 3 glandes qui se bouchent à côté. Et donc, il faut se faire voir très tôt pour commencer le traitement médical. Et si ça ne va pas, il faut une petite chirurgie qu'on fait au cabinet, hein, qui est banale. Voilà. Merci, docteur. Oui, y aurait-il d'autres questions? D'autres questions, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Reine, lève la main. Bonjour, docteur. Bonjour, Francine Fleurette. Je voudrais poser une question sur le glaucome. On n'en a pas du tout parlé. Est-ce que le docteur Calmet pourrait nous donner des explications sur les traitements et s'il y a eu une évolution au niveau des traitements du glaucome? Absolument. Alors, le glaucome, c'est un sujet que nous connaissons bien parce qu'il y en a énormément. Ici, je vous ai dit qu'il y a 9 fois plus de glaucome chez le noir que chez le blanc. C'est prouvé ça. Donc, nous devons tous faire attention à ça. D'autant plus que si nous avons un parent glaucomateux, hein, nous devons nous faire prendre l'attention tous les ans. Alors, le nom savant, c'est le glaucome, mais souvent ici, on dit anitensiosièrement. Ça veut dire que la tension, on devrait plutôt dire le tonus intraoculaire est élevé. Alors, pourquoi? Quel est comment dirais-je, l'explication du glaucome? Nous avons à l'intérieur de l'œil une espèce de glande que nous appelons le corps ciliaire qui sécrète de l'humeur aqueuse. Cette humeur aqueuse va circule dans le globe et va sortir devant pour être évacué dans l'angle iridocornéen qui est devant. S'il y a trop de sécrétion ou s'il n'y a pas assez d'excrétion, il reste de l'humeur aqueuse dans l'œil et la tension dépasse 20 mm de mercure et au-delà de 20 mm, on dit qu'on a un glaucome. Bon. Alors, le problème du glaucome, c'est que si la tension est élevée, la seule zone fragile du globe, c'est la tête du nerf optique qui amène les informations au cerveau. Donc, si on a un glaucome qui agit et qui détruit le nerf optique petit à petit dans les 2 yeux, il arrive un moment où ce nerf est atrophié et ne peut plus transmettre les informations au centre de la vision qui est dans le cerveau. Et donc, on perd la vue souvent par fermeture du champ de vision. Et ici, il y a beaucoup d'aveugles, en particulier au centre de basse vision. La majorité des personnes en basse vision sont des glaucomateux. Oh. Alors, excusez-moi. J'ai oublié complètement. Alors, excusez-moi, mon téléphone a sonné, j'ai oublié. Alors, ce qu'il faut retenir d'emblée pour ne pas avoir de problème, c'est que dès qu'on atteint les 40, avant les 40 ans, si on a un parent, papa, maman, glaucomateux, il faut consulter, il faut le dire au médecin, il faut contrôler la tension. Et si on n'a pas, à partir de 40 ans, il faut se faire voir tous les 2 ans, systématiquement pour contrôler la tension oculaire. Alors, quand la tension est supérieure à 20, c'est-à-dire ça peut être 25, 26, il y a des gens qui ont 35, 40. Hein. Alors, à ce moment-là, alors excusez-moi, on parle de glaucome, on devrait parler, là je vous parle du glaucome chronique, parce qu'il y a un autre qui s'appelle le glaucome aigu, qui représente 2%, je vais vous en parler après. Donc le glaucome chronique, il faut traiter. Il existe des collyres, une multitude de collyres qui permettent de faire baisser la tension. Alors, on met ces collyres, moi et la plupart des ophtalmos, je pense, je vois mes patients tous les 6-7 mois à peu près. Et on peut rester des années avec le même traitement, ou un beau jour, la tension monte et il faut changer les médicaments. Alors,
faut pas oublier de mettre ses colliers, c'est du sérieux. Hein. Moi, je remets aux gens un petit, comment dirais-je, un petit exposé qui leur explique leur maladie et tout ça. Bon. Alors, souvent, les gens, comme les maladies comme le diabète, les gens se fatiguent. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui partent en France, qui oublient les gouttes, on voit de tout. Hein. Mais l'idée générale, c'est qu'il ne faut jamais arrêter. Ensuite, vous avez des gens qui, malgré les gouttes, ont une tension qui ne baisse pas. À ce moment-là, on peut passer, en plus des gouttes, à un comprimé qu'on appelle le Diamox. Mais des fois, ça ne descend pas, alors on va passer à la vitesse supérieure. Il existe un laser spécial, qui s'appelle laser SLT, qu'on peut faire et qui peut faire descendre aussi. Et si ni le laser ne marche, ni les gouttes ne marchent, il faut opérer le glaucome. Normalement, la chirurgie du glaucome bien faite doit aboutir à une tension équilibrée sans mettre de gouttes, normalement. Cependant, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont opérés et qui doivent encore mettre des gouttes parce que le trou qu'on a fait pour faire passer le miraculeux, c'est bouché. Enfin, il y a des fois des impondérables qui fait que la personne est obligée. Mais en tout état de cause, elle a besoin une fois qu'elle a été bien opérée, elle a moins de gouttes à mettre qu'avant. Et c'est pour la vie. Il n'y a pas de possibilité de ne pas se traiter si, en dehors de la chirurgie bien faite, il y a des patients qui mettent plus de gouttes depuis 30 ans parce que ça a été bien fait. Mais enfin, souvent, il faut mettre des gouttes quand même. Voilà. Vous êtes satisfaite ou vous voulez autre chose? Surtout les inconvénients du traitement, parce que souvent les gouttes sont changées assez. Bon, moi, je parle de moi, hein, parce que j'ai un glaucome, effectivement, et j'ai eu un dernier traitement et j'ai eu le syndrome de Raynaud. Oui. Et alors, là, c'est vraiment un inconvénient. Oui, nous sommes d'accord. Sauf qu'il faut savoir l'état général de la personne. Hein. Il y a des gouttes qu'on ne peut pas prescrire à certaines personnes. Si vous avez de l'asthme, par exemple, vous ne pouvez pas avoir certaines gouttes. Il y a des pathologies vasculaires qui font qu'on ne peut pas avoir certaines gouttes. Donc, il faut adapter à ce moment-là le traitement il faut adapter le traitement à la personne, à chaque individu. Il n'y a pas de règle. Il y a une base sur les traitements, mais il n'y a pas de règle. Donc, il faut adapter le traitement à chaque personne. Et ceci dit, il est possible que s'il y a des inconvénients, il y a des gens qui ont des yeux rouges avec certaines gouttes, par exemple. Bon, ça arrive, hein? On vous donne un collier. Si votre œil est rouge, vous ne dites pas, je ne le mets plus, il faut aller dire au médecin, ce collier-là ne me va pas. Mais il ne faut pas, il y a des gens qui disent, ah, mon œil est rouge, je ne le mets pas. C'est pas bon. Quand ils vont en consultation, ils ont tout. Donc, il faut toujours faire référence à votre médecin, à votre ophtalmo, et il doit adapter le traitement à vos pathologies, à votre nature. Alors, il peut arriver tout à fait qu'en bout de course, on n'ait rien, on fait le laser SLT, ça ne marche pas, et il faut faire la chirurgie. Hein. Ça peut arriver, oui. Le problème aussi, il y a un autre problème, c'est que tous les ophtalmos ne font pas de la chirurgie du glaucome. Donc, il faut qu'ils vous dirigent bien. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Vous voyez, il y a des médecins. Moi, je suis un ancien et nous faisions tout. On apprenait à tout faire. Maintenant, les médecins très jeunes, ils sont spécialisés dans un domaine. On fait que des cataractes, on fait que, vous voyez, il y a pratiquement plus d'ophtalmos qui font tout, comme dans l'ancien temps. Voilà. Donc, toujours référence à votre ophtalmo. S'il y a un problème, s'il ne va pas, il faut lui dire. Il faut aller lui dire. Il faut lui forcer la porte s'il le faut. À votre service. Merci, docteur Calmet. Donc, il y a une nouvelle question. Qu'est-ce que
l'iridectomie. Dans quel cas en fait-on? Est-ce que j'ai pas compris? L'iridectomie. Très bien, ça me permet d'arriver au glaucome aigu. Très belle question. L'iridectomie consiste à inciser l'iris pour en faire un passage de lumière aqueuse derrière devant. En particulier, je vous ai dit le glaucome aigu qui représente à peu près 2 ou 3% des glaucomes, qui est assez rare quand même. C'est une maladie vraiment aiguë qui peut vous rendre aveugle en 3-4 jours. C'est-à-dire c'est une mauvaise disposition de votre iris qui fait que sous certaines conditions, l'iris se colle à la face antérieure de la cornée et lumière aqueuse ne passe pas. Vous pouvez monter à 50-60 en 2 heures. Et au bout de 3 jours, vous pouvez perdre l'œil par atrophie optique. Alors justement, quand la personne vient, quand on fait le contrôle, on fait baisser la tension avec des collyres, avec des comprimés de Diamox, avec de la pilocarpine pour faire ouvrir l'angle. Et une fois que la personne est équilibrée, ça descend vite. Hein? Une fois qu'on a ouvert l'angle et qu'elle est équilibrée, il faut faire une iridectomie, c'est-à-dire qu'il faut faire un passage sur l'iris qui permet à la lumière aqueuse de passer de l'arrière de l'œil à l'avant, et comme ça, il n'y aura plus jamais de blocage. Avant, il y a 15-20 ans, on faisait les iridectomies chirurgicales, c'est-à-dire qu'on mettait le patient en bloc, on entrait dans l'œil et on incisait l'iris et on refermait. Ça se faisait vite. Hein? Mais maintenant, nous avons un laser qu'on appelle le laser YAG, qui est un laser chirurgical, qui fait l'iridectomie en quelques minutes. Et là, ça permet de manière définitive à créer un passage entre l'arrière de l'œil et l'avant. Autrement dit, si vous avez fait un glaucome aigu qu'on a traité, vous n'avez pas besoin de gouttes après. Tandis que si vous ne traitez pas une iridectomie, votre œil, le glaucome aigu peut revenir un jour. Donc, c'est absolument nécessaire, quand on a fait une iridectomie dans un œil, de faire dans l'autre œil, dans le deuxième aussi, pour éviter toute récidive. Voilà. Ça y est, c'est une question. Quand on a déjà 97 ans, est-ce que cet examen est conseillé? Quel examen? L'iridectomie. C'est pas un examen, c'est une intervention. Oui, c'est un traitement laser. Non, il n'y a pas de problème. Ça fait pas mal, c'est toc, 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 toc. Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de douleur. Ça ne fait pas mal. Si avant, il y a 20 ans, 30 ans, il fallait amener la personne au bloc. Ça posait un problème. Ça pouvait poser un problème s'il avait le cœur malade et tout ça. Mais maintenant, vous asseyez la personne et vous tapez, et puis vous ouvrez vous faites le trou et c'est fini. En général, on fait 2 trous, mais ça prend pas 5 minutes. Hein. Donc, non, l'âge n'est pas, franchement, l'âge n'est pas une contre-indication. S'il faut le faire, il faut le faire. Merci beaucoup. Y aurait-il une autre question? Pas d'autres questions? C'est vrai que nous avions prévu une intervention du docteur Calmé entre 11h et 12h. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Bon, si personne ne parle, je peux prendre la parole. Allez-y, docteur Calmé. S'il n'y a pas de questions, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a des pathologies qui sont extrêmement fréquentes ici, en Guadeloupe. Je vous ai cité la cataracte, le glaucome, attention, le diabète, la rétinopathie diabétique, l'ADM est là. Et il faut se faire voir, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas reculer tout le temps
demain ça ira mieux, ça n'existe pas. Ensuite, il faut que tout le monde sache que quand il y a un problème d'altération de l'acuité visuelle, nous travaillons ici au centre de basse vision qui est unique aux Antilles-Guyane et qui permet de prendre en charge, et au niveau ophtalmo, on a ophtalmo, opticien, orthoptiste, et au niveau social aussi, parce que les gens ici, quand ils sont, même si pas forcément âgés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire quand ils sont en situation de handicap. Nous avons une assistance sociale qui est, le rôle est de prendre en charge tous les patients qui viennent pour, qui les accompagnent à MDPH ou tout autre, tous les dossiers, conseil général, conseil régional. Je veux dire que les gens ont des droits, mais souvent, ils ne savent pas comment faire. Donc, il ne faut pas... Il arrive parfois que l'ophtalmo ne dirige pas la personne, mais dès que la personne est en basse vision, il faut que les parents se rapprochent du centre de basse vision ou de son ophtalmo pour lui demander un courrier et qu'elle vienne pour être prise en charge et pour vivre mieux son handicap. L'assistance sociale, tu peux expliquer mieux son rôle. Oui. Alors, je fais l'assistante sociale est à côté de moi. Je vais lui passer la parole et elle va vous expliquer son rôle. Bonjour. Alors, je suis Madame Choisy, assistante sociale du centre. Donc, ma mission essentielle, c'est d'évaluer la personne quand elle arrive. Cette évaluation, elle consiste à recenser des données sociales, administratives et juridiques après avoir pris connaissance de l'impact de la pathologie. On vous entend mal, on vous comprend mal. J'enlève le masque. Alors, je vous disais que l'assistante sociale du centre de basse vision a pour mission d'évaluer la personne. Donc, cette évaluation consiste à recueillir des données sociales, administratives et voire juridiques. Mais après avoir pris connaissance de l'impact de la pathologie oculaire sur le quotidien de la personne. Donc, ça veut dire que quand elle vient, donc quand je fais mon évaluation, je vous donne un exemple, ne serait-ce même pour l'aménagement. Il y a une baignoire, la personne ne voit pas, donc forcément, la baignoire, elle est gênante. Donc, moi, en tant qu'assistante sociale, donc j'entrevois déjà des difficultés. Cette difficulté peut être obviée par un dossier d'aménagement qui permet à la personne, qui permet d'aborder, qui permet à la personne de vivre mieux en sécurité, sa pathologie, sa malvoyance, son sécurité à domicile. Donc, c'est un exemple du quotidien qui est souvent fréquent. Donc, il y a aussi la reconnaissance aussi de la pathologie, de l'handicap visuel. Donc, quand cette pathologie n'est pas reconnue, donc il faut qu'on fasse un dossier au niveau de l'MDPH, donc pour la personne puisse avoir les cartes et aussi les cartes et les autres dispositifs qui relèvent de cette structure. Donc, qu'est-ce que je peux dire en gros par rapport à mes missions? C'est vrai que nous faisons aussi des visites à domicile, hein, donc nous évaluons la situation réelle de la personne. Donc, ça aussi, nous faisons cette démarche. Par rapport à tout ce qui concerne aussi les aides techniques, nous intervenons aussi dans cet aspect-là, donc au niveau de la MDPH. Hein. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant notre prise en charge? En fait, nous intervenons au niveau de toutes les conséquences ou bien l'impact dans le quotidien qui peuvent gêner
et empêcher la personne de vivre en toute sécurité à son domicile. Et on dira même aussi au niveau psychologique aussi, puisque la personne, il arrive qu'elle vit mal aussi sa situation. Donc, nous avons des professionnels comme le psychologue qui peut l'aider à mieux gérer cette pathologie. Donc, en fait, notre but essentiel, c'est aider la personne à gérer, à améliorer le quotidien. Donc, lui donner un accompagnement global, hein? Donc, pas que sur le médical, c'est global, de manière à ce que la personne soit plus, je ne dirais pas épanouie, mais que cette personne aborde vivre au mieux sa maladie et surtout aussi lui permettre aussi de vivre, permettre aussi le maintien à domicile aussi, puisque quand la personne est isolée, donc ça reste quand même problématique. Donc, si vous avez d'autres questions à me poser. Alors, il y a une autre question, justement. Il vous est demandé, est-ce qu'il y a un AVGiste dans votre structure? Actuellement, non, parce que voilà, c'est une démarche qu'on est en train de travailler sur cette démarche, donc c'est en cours. On a déjà eu des AVGistes. Alors, pour expliquer tout le monde, c'est quoi un AVGiste, justement? Un AVGiste, c'est un professionnel qui intervient auprès des personnes qui sont en situation de handicap, de manière à ce qu'elles puissent gérer son quotidien c'est son quotidien, ses activités de vie de tous les jours. Donc, je prends un exemple dans la basse vision, hein, donc une personne qui est en situation de malvoyance, donc elle a du mal à cuisiner, donc l'AVGiste est là pour lui proposer une visite thérapeutique. Cette personne a du mal à utiliser son téléphone portable. Le professionnel est là pour l'aider aussi à utiliser, à proposer, tout dans un souci de maintenir les liens sociaux. Hein, donc, voilà. Donc, il faut dire que c'est un professionnel qui se rapproche de l'ergothérapeute. Voilà. Merci beaucoup. Y aurait-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse la place au docteur Calmé, donc, qui finira le départ concernant la malvoyance. Je reviens. Et donc, il n'y a plus de questions pour moi, j'espère. Il n'y en a pas d'autres entre-temps. Madame Fleuret. Apparemment, non, docteur Calmé, il n'y en aurait pas d'autres. D'accord, mais nous allons clore le débat alors. Alors, je pense tout à fait que nous allons pouvoir clore le débat. Je souhaite quand même que quelqu'un du centre social de Petit Canal puisse intervenir, puisque c'est en collaboration avec eux que nous avons mis en place cette webconférence aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un du centre social de Petit Canal souhaiterait intervenir avant que nous puissions vous transmettre notre évaluation que nous distribuons généralement aux participants en main propre, mais cette fois-ci, nous allons la faire passer en ligne et vous allez pouvoir, bien sûr, nous dire votre appréciation par rapport à cette webconférence. Y a-t-il quelqu'un du centre social de Petit Canal qui souhaiterait intervenir? Alors, il y a encore une question concernant les méfaits du soleil, pardon. Quels sont les méfaits du soleil sur la vue? Alors, vous savez, le soleil existe depuis la nuit des temps, si on veut dire. Mais effectivement, les ultraviolets, pas tellement le soleil, sont les ultraviolets qui sont nocifs pour la rétine. Autrement dit, moi, quand j'ai grandi, il y avait beaucoup de soleil, il y a toujours eu le soleil, mais les gens n'avaient pas de lunettes, les pêcheurs allaient à la pêche sans lunettes. D'ailleurs, il n'y avait pas d'ophtalmo, donc il y a très peu de gens, à part ceux qui étaient en congé en France, qui avaient des lunettes, mais les gens vivaient bien. Bon. Mais ceci dit, la technologie a changé et on sait maintenant qu'il faut se protéger du soleil avec des lunettes appropriées, en particulier, parce que le soleil a deux inconvénients.
c'est celui de donner des cataractes aussi. En général, il y en a plus au bord de la mer que dans les hauteurs. Et ensuite, les UV ne sont pas très bons pour la rétine. Alors, ça joue moins pour nous parce que nous savons que nous avons les yeux marrons, les iris et compagnie, parce que nous avons des pigments. Mais ça joue plus sur les personnes blanches, on veut dire, parce qu'ils n'ont pas de pigments et les pigments ne les protègent pas. Donc, il faut se protéger du soleil quand même. Quand l'âge avance, quand on avance dans l'âge, il faut se protéger du soleil. C'est une bonne chose. Les lunettes solaires ne sont pas que pour le style, c'est aussi pour la protection. Oui, absolument. Bien sûr, bien sûr. Absolument. C'est tout? Oui. Oui. Alors, pour terminer, excusez-moi, nous avons une orthoptiste qui est spécialisée en basse vision. Et donc, pour chaque pathologie, il y a des filtres différents. Tout le monde ne peut pas supporter les mêmes verres teintés. Il y a des filtres différents dans chaque cas de pathologie. Alors, notre orthoptiste est spécialisée dans ce domaine et elle propose à chaque personne des filtres appropriés à son cas, à leur cas, pardon. Voilà, j'écoute. Il y a une dernière question. Est-ce qu'il est important de continuer à porter les lunettes après une opération de la cataracte? Mais ce n'est pas une question d'importance, c'est une question de besoin. Si vous avez des implants progressifs, vous voyez de loin et de près sans lunettes, il faut mettre des lunettes de soleil. Mais si vous avez été opéré pour voir bien de loin, il faut mettre des verres pour voir de près. Donc, il faut mettre des verres progressifs quand même, pour voir de loin et de près en même temps. Et de préférence, alors les implants sont traités anti-UV, il vaut mieux mettre des verres teintés dessus. Des verres qui se teintent au soleil au moins. Voilà. Mon ophtalmo, celui qui m'a opéré, m'a toujours dit de porter des lunettes de soleil. Toujours. Oui, absolument. C'est un bon. Absolument. C'est un bon. C'est un bon. Pas comme l'autre qui a fait perdre un œil à quelqu'un. Non, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute, oui. C'est la faute de la personne. Alors, Cindy, je ne sais pas si tu es prête pour le partage d'écran de l'évaluation. Je laisserai à Mme Alphonse du centre de santé, du centre ressources de Petit Canal de nous dire un mot. D'accord. Mme Alphonse. Bonjour. Il y a du Larsen. Je vous écoute. Je ne vous entends pas. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Ça va. On est donc le Petit Canal et nous avons donc proposé une diffusion donc de la webconférence pour les personnes qui n'auront pas pu se connecter par elles-mêmes. Et par contre, baisse un petit peu le son. Excusez-moi, on a aussi de l'Arsène. Et parce que je suis connectée sur un autre poste, puisque là, ils sont sur un écran un peu plus grand. Voilà, donc je tenais en tout cas à vous remercier donc d'avoir maintenu ce rendez-vous que nous organisons généralement au centre social, donc dans l'espace un espace de spectacle prévu. Et donc tous les mois depuis depuis novembre, on vous entend très mal. Il a disparu. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Mme Alphonse. On reçoit très, très mal, madame. Mme Alphonse, on vous entend très, très mal. Très, très, très mal. Et toujours en achevé. Malheureusement, on ne s'entend pas, Mme Alphonse.
On ne s'entend pas. On la voit, mais on ne l'entend pas. On n'entend pas. Oui, donc je pense qu'elle a arrêté la diffusion. Donc, Oui, en tout cas, à tous, merci. Donc, je pense qu'on va avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes toujours partants pour instruire la population et les recevoir aussi. Merci. Merci. C'était très instructif en tout cas. Très bien. Au plaisir. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous avons mis pour vous un petit document qui est partagé en ce moment qui vous permettra de donner votre satisfaction. Donc, vous pouvez par chat répondre ou nous le soumettre simplement par rapport au fait que chaque fois que nous faisons une manifestation, nous avons une évaluation de cette manifestation. Tout à fait. D'accord. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, une question, docteur. Oui. Vous avez parlé de coffre après l'utilisation de la cataracte. Oui. Non, c'est un pansement. D'accord. C'est un pansement en plastique. D'accord, ok. Bon, tu peux aller? Oui, je peux aller. Non, je ne vais pas prendre ça. Non, comme on devait aller à Petit Canal. À l'origine, on devait aller à Petit Canal. Le préfet a dit non, pas de Petit Canal. Tu as pris le message? Non, je t'en veux, madame Valérie, mais monsieur mon nom. J'ai eu monsieur mon nom. C'est une navigiste qui devrait aller voir. La Non, fille. j'ai vu la station sociale Petit Canal. Oui, mais c'était pas elle alors. Oui, c'est elle, la dame jaune, c'est elle. Elle est assistante sociale, mais c'est elle qui gère quand il y a des émissions, pas des émissions, des conférences mensuelles. Tout à fait, c'est bien elle en jaune qui s'occupe du centre social et de programmer les manifestations. Ah, vous êtes toujours là? Vous êtes encore là, docteur Calmé, donc je suis encore là. Alors, justement, j'ai eu monsieur Fleurette qui était l'ami de mon père et qui était mon proviseur au lycée Gervais-Riache. Qu'est-ce qu'il est à vous? C'était mon cousin. Ah bon, votre grand cousin? Mon grand cousin, tout à fait. J'étais ami de mon père et moi, j'ai fini à Riache et était notre proviseur. Merci. Donc, je vous remercie en tout cas à tous. Donc, tous ceux qui pourront compléter en ligne ou nous faire le renvoi de l'évaluation, nous vous remercions et nous tenons à remercier l'ensemble des participants présents et bien sûr le Centre Basse-Vision. Merci Madame Valérius. Avec plaisir, Madame Cyril. Merci Madame Alphonse. Et merci bien sûr à toute l'équipe de la mutualité, Cindy, Melinda, merci à vous tous. D'accord, merci bien. À bientôt, au revoir. À bientôt, d'accord. Un homme et femme. Il faudra peut-être qu'on revoie ça, soumettre.